Je pense qu'on peut, si Sébastien est d'accord, je pense qu'on peut commencer donc ce webinaire et merci à toutes et à toutes d'être présentes à ce séminaire, ce webinaire, je veux dire. Et je voudrais d'abord vous dire qu'il y a un petit changement dans l'organisation de ce webinaire, puisque un de mes amis et complices dans ce travail, Aurélien Michaud, n'est pas présent, ne peut être présent avec nous ce soir. Et nous avions prévu de faire une synthèse des travaux du groupe de travail à deux voix. Et vous n'entendrez qu'une seule voix, en plus une voix éraillée, et je m'en excuse. En préambule de cette synthèse du groupe de travail, nous pouvons faire donc le constat que depuis 2002, l'irruption du numérique dans le système de santé, véritable fascination technologique, a fait émerger un nouveau cadre relationnel soignant-soigné qui interroge à plus d'un titre. Avant de développer ces différentes interrogations, quelques mots donc en préambule. Sur le plan sémantique, la santé n'est pas numérique. Donc la santé numérique n'a pas de sens et au mieux parle-t-on de numérique en santé. C'est vrai que ce langage de santé numérique, on la retrouve dans tous nos appels à projets et dans toute dans le discours politique, mais il conviendrait mieux de rester sur cette définition de cette vocable numérique en santé. L'autre point c'est celui souvent évoqué, la technologie n'est pas le remède souverain à nos problèmes systémiques en santé publique. Et elle n'est pas là pour régler les problèmes de déserts médicaux et autres problématiques. La technologie numérique présente quand même des atouts incontestables, mais ne doit pas être réduit et ne pas réduire le patient en objet neutralisé par une démarche purement utilisatrice et techniciste. Parmi, nous avons identifié 5 propositions que je vais essayer de synthétiser au mieux. Certaines, j'y attacherai, je ne m'y attardrai pas, puisque ça fera l'objet des interventions des deux intervenants suivants. La première proposition que nous avons retenue est la suivante. Peut-on développer un nouveau cadre relationnel soignant-soigné dans le champ du numérique? Le numérique en santé est un outil, somme toute, récent et dont l'appropriation par les professionnels de santé reste très hétérogène. C'est notamment le cas dans les relations soignant-soigné lors des téléconsultations médicales. En tant qu'utilisateur averti, le constat premier que nous faisons est la dégradation de la relation soignant-soigné, une forme en fait d'effraction sociale. Comme exemple, si vous voulez, courant, c'est les salutations, les présentations, le recueil du consentement, les phases importantes de la démarche, de la didactique sont souvent absents, voire même amputés. Pour rester dans le droit fil de ce qui avait été évoqué la semaine dernière, la consultation à distance telle qu'elle est majoritairement réalisée ne laisse que très peu de place, ou quasiment pas, à l'interaction. Mais soyons un peu indulgents toutefois devant cette altération de la relation soignant-soigné et posons l'hypothèse qu'elle résulte en partie de biais cognitifs associés au dispositif matériel lui-même. Comme chacun des protagonistes se trouve devant un outil, la relation prend implicitement une tournure utilitaire par automatisme, par réflexe. Quelques pistes pour aller dans le sens peut-être d'un développement d'un nouveau cadre relationnel. Je n'en citerai que deux et vous laisse et compte sur vos interventions et vos idées pour enrichir cette problématique. La première piste que nous mettrons en avant reprend également ce qui avait été dit la semaine dernière dans le cadre de la
co-construction des outils numériques. En fait, ce qui serait possible d'envisager, c'est l'établissement de chartes de bonnes pratiques à l'instar de la charte des patients hospitalisés. Cette charte, donc co-construite en lien avec les usagers, c'est-à-dire des patients experts, charte qui inclurait ces aspects psychosociaux et qui tâcherait d'instaurer et de promouvoir un modèle de cadre relationnel en télésanté. Un effort très important doit être fait dans le domaine de l'acculturation, tant des professionnels de santé que des usagers, en partie lié à l'électronisme important rencontré dans la population générale. Deuxième proposition, c'est celle de lutter contre la discrimination à l'accès aux soins induite directement ou indirectement par l'outil numérique. Vous savez tous que l'électronisme en France a été bien identifié et encore trop important. Je prendrai juste quelques chiffres pour situer l'importance de cet électronisme, à savoir le, un dernier rapport de l'INSEE de 2019, où on note que 27% des 60 à 74 ans sont frappés par cet électronisme et ça monte à 67% chez les plus de 75 ans. Moi, ce qui me paraît encore le plus grave, dans une étude beaucoup plus récente de l'Observatoire du numérique en santé, enquête de juin 2021, c'est que 52% des Français interrogés ils se considèrent comme défavorisés face à l'accès aux technologies, se déclarent également défavorisés vis-à-vis de l'accès aux soins. Cette discrimination s'accroît d'autant plus que la place du numérique ne cesse d'augmenter, alors que l'électronisme n'a pas tendance énormément à régresser. Quelle solution autre que l'effort mené sur le long cours sur l'acculturation? Comme évoqué aussi, ce que j'ai retenu la semaine dernière, c'est aussi l'expérience du tiers aidant auprès des plus vulnérables et un grand espoir, comme on peut le constater, de ce qui s'est passé durant la crise sanitaire. Je crois que Sébastien aura quelque chose d'important à nous dire à ce sujet. Avec un petit niveau de vigilance toutefois, savoir que l'intervention du tiers aidant ne doit pas conduire le patient au statut de sujet ou d'objet. La troisième proposition, et là je ne m'y attarderai pas, c'est permettre l'expression libre et éclairée dans toutes ses dimensions. Dans le champ du numérique en santé, le recueil du consentement est encore flou, ambigu, l'amalgame étant souvent fait entre le consentement requis par le RGPD pour l'accès aux données de santé et le consentement médical préalable à la prise en charge. Je crois que Jean-François Thébault développera en fait un aspect important du virage du numérique en santé par l'accès du patient aux données de santé. La proposition 4, l'avant-dernière, c'est la préparation et la formation, le métier en santé au regard de la mutation technologique. Force est de constater que les métiers et les formations en santé sont appelés nécessairement à muter au regard de l'incursion du numérique et que les formations actuelles sont sinon obsolètes, voire même parfois inexistantes. Il y a un besoin net de réinterroger toute la chaîne des métiers en perspective de plus de transdisciplinarité et transprofessionnalité. Il s'agit notamment d'organiser des interventions croisées entre les enseignements du médical, du paramédical, mais aussi des sciences humaines et de l'ingénierie. Comme nous l'avons déjà proposé, il s'agira de créer et de professionnaliser les métiers classés d'ambassadeurs ou de médiateurs du numérique en santé. Ces éléments, en fait, s'inscrivent dans le droit fil du 4e programme d'investissement d'avenir du numérique en santé, qui oriente une de ses stratégies prioritaires vers la formation en proposant, je cite, une offre adaptée aux enjeux du numérique en santé, à la fois pour les professionnels de santé
et du médico-social, pour les spécialistes du numérique, ingénieurs, évaluateurs, juridistes et pour les citoyens. La dernière proposition est une proposition beaucoup plus politique au sens général du terme. Le groupe de travail s'est attaché à réinterroger dans son ensemble le secteur du numérique en santé pour tenter, d'un point de vue macroscopique, de formaliser ce qui nous apparaît pour nous une vision pour ces prochaines années et un cadre favorable pour un développement équilibré de cette industrie au service de la personne et du soin et nous libérer de la fascination technologique. Il s'agit d'une juxtaposition de différentes réflexions, certes corrélées, mais relativement indépendantes l'une de l'autre, qui, conjuguées ensemble, forment autant de bases positives pour le développement du numérique en santé en France. La première idée est la suivante. Pour bâtir une société de progrès qui allie développement économique et industriel, le respect de la personne et de son écosystème, ainsi qu'une répartition plus équitable de la valeur créée, nous pensons que notre société est appelée à passer d'une boulimie d'innovation à une ère de consolidation raisonnée des technologies médicales. Le principe de base étant, ce n'est pas parce que c'est techniquement possible, que c'est médicalement pertinent, éthiquement souhaitable et que c'est accessible en termes d'appropriation par les citoyens et que c'est économiquement et même écologiquement soutenable. Pour cela, une piste serait d'introduire davantage de planification au niveau étatique sur le moyen et le long terme. Cela passerait certainement aussi par davantage de régulation éclairée par les pouvoirs publics. En cela, la création récente du Haut Commissariat au Plan est sans doute une opportunité et sans doute l'institution requise pour que l'État puisse déployer une coordination et une réflexion pluriannuelle sur le numérique en santé. Deuxième idée, nous invitons l'ensemble des acteurs à ne pas penser l'innovation exclusivement par le prisme du high-tech. Nous pensons qu'il existe un véritable gisement d'innovation low-tech qui sont tout aussi profitables en termes de santé publique, tout aussi pertinentes pour la qualité relationnelle des soins et qui peuvent présenter tout, tout autant une opportunité de croissance économique. Par exemple, de nouvelles formations, de nouveaux métiers, comme on l'a vu, comme les médiateurs numériques dont nous avons déjà parlé, de nouvelles organisations de soins, de nouveaux dispositifs médicaux non technologiques en complément des dispositifs connectés, de nouveaux modèles économiques en parcours per capita, moins frustrants car plus qualitatifs. La troisième idée, nous pensons que les dernières années ont vu un accroissement et une accélération de la financiarisation de la santé. L'actualité récente nous le prouve encore et nous pensons qu'elle serait à freiner. Il faudrait trouver un chemin intermédiaire entre le tout compétition et le tout nationalisation. Par exemple, sous la forme d'un partenariat public-privé d'intérêt général. Cela pourrait, par exemple, prendre la forme de CEPOM, ces contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, qui lient habituellement les établissements de santé avec leurs tutelles institutionnelles et qui pourraient être appliqués entre les autorités de santé et les industriels de santé numérique. En quatre, nous avons aussi interrogé quelque chose dont vous avez tous entendu parler, c'est le principe de l'interopérabilité des systèmes d'information en santé qui vise à faire communiquer le plus intimement possible, le plus exhaustivement possible les différents logiciels entre eux. Ces atouts sont évidemment d'éviter les ressaisies et de favoriser, de faciliter les flux d'informations entre les différents systèmes logiciels. Mais, paradoxalement, ces systèmes interopérés représentent un risque accru de piratage informatique, comme on en voit de plus en plus. À titre d'exemple, je viens de lire que le CHU de Dax s'est vu par une cyberattaque devoir financer à hauteur de 2 millions d'euros la reprise de son activité informatique. Donc, le développement de l'interopérabilité doit être lui aussi raisonné et équilibré. En cela, il faut comprendre qu'il s'agit du chaînage de différents logiciels ensemble et entre eux, et que la robustesse d'une chaîne est toujours conditionnée par son maillon le plus faible.
Or, en interopérant toujours plus de logiciels entre eux, on augmente la surface d'attaque informatique de façon exponentielle. On expose l'ensemble des logiciels ainsi chaînés aux vulnérabilités d'un seul d'entre eux. Ainsi, nous pensons qu'il faille sous-peser la balance bénéfice-risque pour chacune de ces interopérabilités et ne pas adopter une démarche maximaliste à ce sujet. Dernière idée, j'en terminerai par là, nous avons souhaité aussi interroger une chose très actuelle, en lien finalement avec les activités des GAFAM, ces super industriels du numérique qui s'appellent les métaverses. Ces univers virtuels et artificiels de vie et d'interaction sociale qui se développent massivement et dont la croissance va être très tonique dans les prochaines années. Pour le sujet précis de la santé qui nous concerne aujourd'hui, ils peuvent être un danger du fait de leur décentralisation massive et leur virtualisation absolue qui engendre une impossibilité matérielle pour les autorités de pouvoir contrôler la qualité et la probité des soins qui pourraient être réalisés en leur sein. Là aussi, il nous faudra collectivement sans doute résister à la fascination technologique. Je vous remercie. Je pense que si Sébastien est d'accord, avant de passer la parole à Jean-François Thébault, peut-être répondre à quelques questions suscitées ou des compléments, surtout des compléments des idées qui pourraient alimenter notre réflexion sur la place du numérique dans la relation de soins. Merci beaucoup, Bernard. Je propose que… voilà, une première demande de prise de parole. Comme on est un petit groupe, je me dis que c'est possible, si vous allumez votre caméra, qu'on vous voit, que ça soit sympathique, que vous puissiez prendre la parole. Je vous donne la parole, Madame Tailleux. Oui, bonjour. Je suis désolée, je n'arrive pas à activer ma caméra. Quelque chose qui ne marche pas. Bon, je vous prie de m'en excuser. Oui, vous avez évoqué… On vous entend très bien. Oui, d'accord. Anne Tailleux de la faculté de pharmacie de Lille. Vous avez évoqué la possibilité d'un tiers aidant pour aider les personnes qui seraient numériquement empêchées. Mais quid du secret professionnel dans ce cadre-là? Alors, je voudrais préciser, c'est vrai que j'aurais dû le faire, c'est que ce tiers aidant doit être un professionnel de santé, à savoir une aide-soignante au minimum ou une infirmière. L'expérience que nous avons, c'est l'expérience de la téléconsultation dans les établissements médico-sociaux, auprès de personnes vulnérables qui sont parfois en difficulté et parfois en difficulté lors d'une téléconsultation et qui ont besoin de ce tiers aidant qui les connaît. En fait, c'est à la fois rassurant pour le patient en téléconsultation, c'est favorisant aussi pour l'échange, à la condition que je disais que c'est à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une interaction bilatérale entre le tiers aidant et le médecin, mais une coparticipation des trois. C'est comme ça que j'entendais le tiers aidant et dans ce cadre-là, le respect du secret professionnel est bien sûr assuré. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vas-y. Moi, j'apporterai peut-être, puisqu'on engage la discussion. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai des problèmes de connexion. Ça marche, Sébastien. D'accord. Il y a effectivement la logique du tiers aidant pour accéder aux téléconsultations, mais je pense aussi qu'il y a une logique aussi de médiateur numérique qui doit être mise en place, notamment dans les établissements médico-sociaux ou pour les personnes vulnérables, que ça soit dans le montage ou pour les personnes en situation de handicap. Parce qu'aujourd'hui, dans les établissements, on a constaté, là j'anticipe un peu sur ce que je voulais vous raconter, mais puisque la question s'y prête, autant pouvoir peut-être ouvrir le débat maintenant. On a constaté pendant la crise sanitaire, et on le constatait déjà avant, mais c'est vrai que ça s'est massifié durant la crise sanitaire,
que l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, type WhatsApp, Zoom, ou l'outil qu'on utilise actuellement, et d'autres types d'outils potentiels, comme les réseaux sociaux, nécessitait aussi, pour rester en contact avec la famille, avec les amis ou avec les cercles professionnels, d'avoir une forme d'habitus, d'habitude, de savoir-faire. Et dans les établissements médico-sociaux, finalement, il y a eu toute cette logique de l'accompagnement qui a dû se mettre en place pour que les personnes, bon, moi je connais plutôt les situations de handicap, donc en l'occurrence pour que les personnes en situation de handicap puissent utiliser ces outils à la fois techniquement, en termes d'utilisation fonctionnelle, et puis puissent les utiliser aussi de manière pertinente dans la communication avec les proches. Donc, il y a une autre logique qui engage bien sûr des questions concernant le consentement, l'utilisation voilà, de ces outils, mais qui est davantage une logique de médiation. Alors, cette médiation numérique, elle s'est faite dans les établissements médico-sociaux de manière assez diversifiée, et souvent, c'est les services civiques qui s'occupent de ça. Et donc, ça pose question parce que c'est un véritable savoir-faire en réalité. Et il y a pas mal de rapports ou de recommandations qui poussent à créer une formation de médiation numérique pour justement les professionnels du médico-social. Donc, à voir quel est le cadre. Mais aujourd'hui, le cadre, il n'est pas fixé. Et justement, je pense que c'est l'un des enjeux de fixer le cadre en fonction de l'utilisation. Voilà. Oui. Il est clair que pendant la période que nous avons connue, la crise sanitaire, les tiers aidants, animateurs dans les établissements médico-sociaux ou bénévoles ont pu réaliser en fait et aider à faire du lien social entre les proches et les résidents d'EHPAD. C'est vrai que ça nécessite une formation. C'est vrai qu'on est quand même dans le cadre quelque part d'une réflexion, comme vous l'avez bien dit, Sébastien, c'est une réflexion vers ces nouveaux métiers, les métiers de médiateur numérique. L'assurance maladie parle d'ambassadeurs du numérique auprès auprès des patients. Et il est clair que c'est un chantier énorme, mais on a bon espoir, enfin, on a bon espoir, on peut espérer que grâce au plan d'investissement d'avenir qui va être mis en place, qui se développe, pouvoir arriver à créer un cadre, parce qu'en fait, pour l'instant, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de cadre précis et de formation identifiée pour former ni les moyens peut-être aussi financiers pour assurer ces formations. Mais c'est vrai, c'est un axe de réflexion, un acte de travail extrêmement intéressant. Peut-être Jean-François Thébault, vous aviez finalement une demande de parole. Non, c'était une réaction. Merci Sébastien, merci Bernard. C'était une réaction par rapport à cette discussion sur le risque d'atteinte à la fois éthique, confidentialité, sur le part du tiers aidant. Je crois qu'il faut avoir non pas une réflexion, je ne vais pas dire dogmatique, mais une réflexion ex abrupto. Il faut peser le bénéfice-risque. Il faut voir quel est l'avantage de pouvoir donner un accompagnement, même si on enfreint des règles qui sont celles du secret professionnel ou autre. Il faut voir le bénéfice qu'on va en tirer. Si je prends l'exemple, par exemple, du DMP, le DMP a été, dans son époque, complètement invalidé et inefficace par cette fameuse polémique du masquage, qui faisait qu'une très petite minorité, une infime minorité des personnes qui pouvaient être concernées par ça a fait que ça a gêné le développement de l'ensemble des concitoyens, parce qu'il y avait cette problématique qui était devenue vraiment l'épouvantail du DMP. Et donc là, c'est pareil. C'est sûr qu'il y a tout un tas de situations, en particulier dans la précarité, en particulier dans les gens qui vont être empêchés, personnes atteintes de handicap, etc., qui vont avoir besoin d'un accompagnement. C'est vrai que peut-être
on ne va pas respecter l'intégralité des règles, mais c'est au bénéfice de la personne. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut raisonner, et non pas mettre des carcans réglementaires qui vont empêcher tout le monde. C'est vraiment mon sentiment. Bon, c'est le mien, hein, comme on dit l'autre, je le partage, mais on peut ne pas être d'accord. Mais je crois que c'est ça qui est important, d'avoir un raisonnement bénéfice-risque. Qu'est-ce qu'on risque, finalement? Qu'est-ce qu'on risque de rompre le secret professionnel d'un patient en EHPAD? Franchement, qu'est-ce qu'on risque, hein? Et puis, qu'est-ce qu'on en tire comme bénéfice? Et si le bénéfice est supérieur, bah en termes de santé pour la personne, hein, j'entends, bah pour moi, il n'y a pas photo. Mais peut-être que je suis un petit peu rustique dans mon raisonnement. Non, non, Jean-François, je vous rejoins tout à fait. Parce que là, il faut sortir d'un dogmatisme en fait trop rigoureux. Parce qu'en fait, c'est ça que le problème, c'est que dans nos établissements médico-sociaux, il y a une question d'efficience, d'efficacité du geste qu'on. Alors, c'est sûr qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il faut peut-être aussi sortir d'une idéologie et d'un dogmatisme trop rigoureux. Moi, je vous rejoins tout à fait. Moi, je pense peut-être pour toujours nourrir la réflexion à partir de cette idée-là de la médiation numérique ou de l'accompagnement ou du tiers aidant, etc. Et pour rejoindre aussi d'une certaine manière Jean-François Thébault et Bernard Jeanblanc, que ce qui se joue ici, c'est intéressant que ce soit la première question posée, parce que c'est une question d'éthique du soin finalement. Et cette question d'éthique du soin, elle croise cette question très importante qui est la question de l'accompagnement. Comment est-ce qu'on accompagne les personnes? Comment est-ce qu'on fait pour les amener à l'utilisation d'outils numériques? Comment on fait pour que ces outils numériques soient intégrés dans un environnement qui soit à la fois bienveillant, protecteur, mais laissant aussi place à l'autonomie. Enfin, c'est toute la question de l'accompagnement dans le champ des vulnérabilités, finalement. Et les questions qui étaient posées dans notre rapport pendant la pandémie et après sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap pendant la crise sanitaire, c'était notamment toutes ces questions qui sont des questions classiques de l'éthique du soin qui ont été posées à travers le prisme du numérique. Et voilà, le consentement des personnes, comment on s'assure que le consentement des personnes est respecté dans l'utilisation d'un outil numérique. Et par le consentement, j'entends aussi comment est-ce qu'on identifie les besoins des personnes dans l'utilisation de l'outil. Besoin ou peut-être absence de besoin. C'est-à-dire que peut-être l'outil numérique n'est pas la bonne réponse pour cette personne. Et il faut savoir aussi le penser, ça. Quelles sont les autres réponses possibles? Voilà, c'est ce que disait également Bernard Jeanblanc. Comment on respecte l'intimité des personnes? Ça, c'est une question qui était posée dans un petit rapport qui avait été rendu par le CCNE au début de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il posait la question de l'utilisation des outils numériques et notamment de l'enregistrement. Voilà, quand il y a un outil numérique, on peut enregistrer. En ce moment, on est en train d'enregistrer la vidéo pour pouvoir éventuellement la diffuser sur YouTube plus tard. Bah, il faut avoir conscience d'un certain nombre de fonctionnalités comme ça, de savoir les utiliser à dessein, de manière proportionnée. Voilà. Donc ça, le CCNE avait mis l'accent sur cette dimension-là. Voilà. Donc, je pense qu'on peut reposer finalement tout un tas de questions classiques, comme l'intimité, etc., au prisme du numérique. Mais finalement, ce n'est pas des nouvelles questions, c'est des questions qui sont des questions qu'on a rencontrées beaucoup dans le domaine de l'éthique du soin et qu'il s'agit aujourd'hui finalement d'adapter, de proportionner à l'utilisation de ces outils. Voilà. Bien, on peut peut-être passer à l'intervention de Jean-François Thébault, s'il est d'accord s'il est prêt à nous présenter son sujet.